Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la politique de Grand Poitiers, puisqu'en fait, Grand Poitiers, c'est donc cette agglomération, on va dire, de 140 000 habitants, qui dispose en fait d'une croissance de population qui est très intéressante, parce que ça veut dire derrière qu'on est dans des problématiques de renouvellement urbain, d'extension urbaine, qui sont à gérer au travers des documents stratégiques, avec une habitude de travailler entre l'agglomération et les communes qui est très ancienne, puisqu'on a en fait un plan local d'urbanisme intercommunal qui avant était un poste depuis 1982. Donc depuis 1982, en fait, la politique de l'urbanisme est portée à l'échelle de l'agglomération. Une agglomération qui est assez facile à franchir, tout se fait en 15 minutes. Donc quand tout se fait en 15 minutes en voiture, ça veut dire qu'on a des problématiques de garage à intégrer dans du patrimoine qui n'existait pas à l'époque où il a été construit. On a des choses de ce type qu'on souhaite traiter. Simplement, quel est le contexte architectural de Grand Poitiers? En fait, donc on a ce patrimoine qui est très bâti, qui est présent vraiment, bien sûr, sur le centre-ville de Poitiers, ces quartiers historiques de Faubourg, mais également dans tous les centres-bourgs et les centres-villes. Il faut savoir qu'une maison de faubourg ou une maison de bourg qui a été construite à la fin du 19e, elle n'est pas fondamentalement différente qu'elle soit sur un faubourg de Poitiers ou dans un centre-bourg d'une commune, même si chacun dira que son centre-bourg est unique, qu'il y a des particularités propres. Malgré tout, on retrouve en fait par les techniques de construction, par le mode d'implantation du bâti, les mêmes cohérences et les mêmes compétences en matière de patrimoine. Ces espaces urbains, en fait, on n'a pas un style caractéristique architectural et patrimonial à Grand Poitiers. On s'est un peu comme tous les territoires nourris de partout, mais particulièrement chez nous. C'est le seuil du Poitou, un secteur de rencontre entre la Touraine qui va nous proposer énormément d'ardoises, le Berry avec ses tiges de bottes et des toits à faible pente. On aura aussi du style Saint-Angais qui remonte jusqu'à chez nous. Donc en fait, on n'a pas un patrimoine clairement affiché de manière architecturale et qu'on pourrait décliner et se dire ce patrimoine-là, il est unique, il est propre à Grand Poitiers, il faut le préserver. On est donc à une somme de patrimoine et d'éléments patrimoniaux architecturaux bâtis qui, derrière ça, sont hétérogènes déjà à l'origine. Donc derrière, on porte un cortège de règles potentielles dans un secteur sauvegardé ou dans un document d'urbanisme qui, si on ne regardait que l'angle règlement, pousserait à avoir une multitude de règles pour à chaque fois les adapter au style originel du architectural. C'est un choix qu'on n'a pas du tout fait et je vais vous l'expliquer un peu. D'autant plus qu'on était devant l'enjeu énergétique. Les élus ont commencé à dire vos documents thématiques sur le plan climat-énergie territorial, c'est très bien, c'est très techniquement parfait, mais quand est-ce que je discute avec la population? Quand est-ce que j'ai des arguments à leur donner? Quand est-ce que j'ouvre le dialogue avec cette population? Pour nous, l'enjeu ne se place pas sur ces documents thématiques, mais doit se placer au sein des documents stratégiques qui sont concertés avec l'ensemble des acteurs et avec l'ensemble de la population, qui ne sont pas uniquement un discours porté par des spécialistes du domaine pour sortir un document qui va être extrêmement de qualité, mais spécialisé, et également pour, à un moment, avoir un document qui est opposable au tiers et sur lequel, en fait, les élus seront en capacité d'affirmer leur position, de la défendre devant le grand public. Donc à partir de là, en fait, cette politique de patrimoine et d'efficacité énergétique a été intégrée dans les différentes révisions des documents stratégiques en matière d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme dont la révision avait été engagée en 2008 et qui a été approuvé en 2011, et la révision extension du secteur sauvegardé, du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de Poitiers, qui avait été initiée en 2006 et qui a été approuvée par arrêté préfectoral en 2013. L'idée était qu'on était dans une ville qui s'étendait, comme la majorité des villes en France, que l'ensemble des dispositifs législatifs amenaient à aller vers plus de renouvellement urbain, mais les élus ne souhaitaient pas forcément avoir un renouvellement urbain identique partout et uniforme sur le territoire. L'idée également était en fait de ne pas opposer systématiquement patrimoine et renouvellement urbain. Donc à partir de là, en fait, il nous a été demandé d'identifier les éléments patrimoniaux bâtis qu'on souhaiterait préserver ou mettre en valeur sur l'ensemble du territoire de Grand Poitiers. À partir de là, dans les différents documents stratégiques, on a créé un certain nombre d'espaces pour assurer et calibrer ce degré de préservation ou de mise en valeur.
Dès lors qu'on n'était pas dans ces éléments en fait qui sont réglementaires, l'idée aussi était de dire à un moment, je ne veux pas l'élu ne voulait pas se positionner en tant que personne qui strictement doit dire non, votre projet ne correspond pas pour tel ou tel motif patrimonial. Il voulait être en capacité de l'expliquer. Et donc à partir de là, il nous a été demandé en fait de réaliser des études permettant en fait de faire évoluer le bâti traditionnel pour l'adapter au confort d'usage souhaité par l'évolution sociétale. Donc en fait, l'idée d'intégrer cette politique patrimoniale dans l'ensemble du projet voulait rendre une démarche qui souvent est perçue comme négative, vous n'avez pas le droit parce que vous avez du patrimoine, ou vous n'allez pas assez loin en matière d'efficacité énergétique, donc quelque chose de beaucoup plus positif et qui soit appropriable par les habitants. L'idée également était en fait de rendre et de personnaliser le territoire en fonction de ces lieux pour qu'on ait des logements qui soient désirables, pour perdre la désaffection potentiellement de logements qui ne seraient pas adaptés et sur lesquels on met des contraintes patrimoniales tellement fortes qu'ils ne peuvent pas évoluer et être utilisés par de nouveaux habitants, mais tout en conservant en fait l'idée, malgré tout, qu'on a une identité, que Poitiers, ses centres-bourgs, ou son centre-ville ou ses faubourgs ne ressemblent pas à une autre ville et on n'a pas volonté à ressembler à une autre ville. Concrètement, en fait, ça veut dire qu'on a, au travers du document d'urbanisme, et particulièrement le PLU, on a arrêté de parler de typologie urbaine. Nos zones urbaines dans le PLU de Grand Poitiers, c'est pas le secteur centre-ville, c'est une zone U, les faubourgs, c'est une deuxième zone, les grands ensembles, c'est une troisième zone, les lotissements, c'est une quatrième. On a eu une réflexion en fait en termes de qualité de vie et d'usage des lieux, en se disant, un peu comme à Nantes, on a des pôles de centralité ou de proximité où on a les commerces, les services, et on y veut du renouvellement urbain et plus d'habitants. Dès lors qu'on peut avoir en fait une dynamique de déplacement qui ne soit pas uniquement dépendante de la voiture, on veut aussi beaucoup plus d'habitants, et dès qu'on s'en éloigne, on tombe dans des écarts, et à ce moment-là, on n'en veut plus. Donc derrière, on a en fait la notion aussi. Ça nous permet de juger en fait le degré d'évolution qu'on attend sur le tissu bâti existant par cette règle. Bien sûr, là où le pôle de centralité ou ses abords immédiats étaient constitués de patrimoine bâti, l'idée c'était également d'introduire la notion de conservation, de mise en valeur ou d'évolution qui soit adaptée à l'image donnée par ce lieu. À partir de là, en fait, on a mené une étude pour élaborer en fait un guide de rénovation du bâti ancien. Donc là, je me place dans les années 2008-2009, où on a fait à la fois appel à une équipe mêlant un énergéticien et des spécialistes en architecture du patrimoine, pour qu'à partir de maisons types, on soit en capacité en fait de réaliser un certain nombre de calculs complexes pour déterminer les consommations finales et en fonction de l'efficacité énergétique ou la sobriété énergétique ou les travaux qui pourraient être engagés pour aller dans ce sens-là, essayer de voir en fait pour chaque élément quel gain serait possible. L'idée était derrière en fait de mettre un guide, ce guide à destination de l'ensemble du grand public, guide qui a été repris en orientation d'aménagement dans le document d'urbanisme. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que simplement tous les éléments de ce guide, l'ensemble des projets doivent être compatibles. Donc on est quand même aussi dans une notion de cohérence. Là, vous avez le sommaire avec les différentes fiches qui composent le guide, où en fait on voit qu'on s'attaque à peu près à tous les travaux. Vous avez l'isolation des planchers bas, les combles, les murs, les baies vitrées, les ajouts de serres, de vérandas, le contrôle de la ventilation, l'amélioration de la production du chauffage, la régulation à la programmation, l'éclairage. L'idée en fait c'est que ce guide soit la première porte d'entrée utilisée, bien sûr, par les conseillers en matière de patrimoine ou les architectes conseils de la ville, mais aussi pour les conseillers info-énergie. Donc, on a eu, par rapport à ce guide aussi, des instants de formation croisés entre nos conseillers spécialistes dans le domaine de l'énergie, nos conseillers spécialistes dans le domaine du patrimoine. Sachant également que la ville de Poitiers et Grand Poitiers font partie en fait du réseau Villes et Pays d'Art et d'Histoire, et donc les conseillers culturels ont également en fait eu des actions de formation pour sensibiliser sur des thèmes qu'ils ne maîtrisent, que chacun individuellement maîtrise parfaitement dans son domaine, mais qui doivent être conjugués les uns les autres pour sortir un objet bâti intéressant sur le territoire. L'ensemble du guide, bien sûr, est consultable sur le site de Grand Poitiers. Donc vous avez en fait une illustration là, un petit peu de maison type qu'on a analysée. Typiquement,
Bâti ancien, c'était une maison relativement ancienne, hein, du mi-19e siècle. Sa consommation calculée à partir de la consommation réelle des habitants, à savoir là, pour cette maison, c'était une famille ayant 5 enfants. Donc 7 personnes dans la maison, c'est très bien. C'est un des objectifs d'accueillir des familles au plus près du centre-ville. On n'est pas dans le centre-ville, hein, on est bien sur des faubourgs. Mais l'idée, donc, la consommation est à 131. Donc on voit pas que c'est catastrophique dès le départ. Et au travers de l'analyse de l'ensemble des fiches et des bouquets de travaux, l'idée derrière est de dégager un ensemble de travaux qui peut permettre d'arriver à peu près à la consommation d'énergie primaire de 80, en l'occurrence là on est en 84, sans avoir à bouleverser l'ensemble du patrimoine tel qu'il peut être perçu depuis le domaine public, depuis les espaces collectifs environnants. Donc typiquement là, pour arriver à 84, en ayant une isolation du mur, en utilisant 10 cm de chaux chanvre, plus en remplacement par des baies en bois, en mettant un double vitrage, un isolant plancher bas et une production solaire en appoint de la chaudière, on passait de 131 à 84. Cette famille-là, au départ, quand elle est venue, parce qu'on a fait appel quand même à des personnes volontaires pour savoir et faire ces analyses, elle n'envisageait pas du tout ce bouquet de travaux. Elle avait eu un entrepreneur qui était venu, qui lui proposait une isolation extérieure, refaire les fenêtres, peut-être deux ou trois autres travaux, en vantant que, grâce à ça, ils arriveraient aux 80. Ces travaux auraient été beaucoup plus impactants en matière de patrimoine. Donc en fait, l'idée de l'utilisation de ce guide et du conseil qui est apporté par la collectivité et par les élus, c'est bien donc de sortir de l'idée « vous n'avez pas le droit », si vous avez le droit, et on vous propose plutôt de faire ça. Tout en regardant bien sûr la structure financière du budget du ménage qu'il doit consacrer à ces travaux. Pourquoi on est passé par ce stade-là aussi? C'est parce qu'il y a un certain nombre de travaux, là on est en dehors du secteur sauvegardé, donc on n'est pas dans des éléments qui sont à déclarer et qui vont apparaître dans un permis de construire ou une déclaration préalable de manière systématique. Quand vous allez toucher à la façade, oui, mais quand vous êtes en train de changer votre système de chauffage ou de mettre une ventilation un peu à l'intérieur, ça c'est complètement transparent, on ne le voit pas pour la collectivité. Donc l'objectif, au travers de l'ensemble du dispositif qui est mis en place, à la fois réglementaire et d'information, c'est d'amener les gens à voir la collectivité et à venir discuter avec nous avant qu'ils aient leur projet. Et donc à partir de là, on part d'une base saine. On n'est pas sur des engagements, potentiellement des emprunts qui ont été contractés, voire des contrats qui ont déjà été signés avec l'entreprise. Et la formalité, c'est d'avoir la déclaration préalable ou le permis pour pouvoir engager les travaux. Donc en parallèle, bien sûr, on a eu des actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels affectés à cette dynamique. L'élément supplémentaire, en fait, qui nous est demandé aujourd'hui, c'est que on est parfois allé trop loin sur le patrimoine. Voilà, bon, on est un peu urbaniste, un peu architecte, et des fois on veut se faire plaisir, donc on a écrit des règles, malgré tout, qui sont un peu dures à faire comprendre. Donc on pousse, et à la demande des élus, on a poussé à nouveau des études, en fait, qui aboutissent en fait à réviser aujourd'hui le plan local d'urbanisme de Grand Poitiers, avec un volet patrimonial affirmé cette fois, où l'idée, en fait, c'est de caractériser le patrimoine bâti, non pas sur un objet scientifique patrimonial, intérêt patrimonial en tant que tel, époque de construction, qualité de la façade, des ornements, tout ce que vous voulez mettre derrière, mais bien son intérêt individuel, c'est peut-être 200 maisons sur les 8000 qui sont antérieures aux années 1840, mais d'aller en fait dans une logique plus de dynamique d'ensemble, de rues, de hameaux, de faubourgs, pour pouvoir beaucoup plus facilement derrière intégrer des éléments contemporains, voire même extrêmement contemporains, en termes d'annexes, en termes d'extension de ce bâti, dès lors qu'on va rentrer en fait dans la logique de qu'on ne va pas remettre en cause la dynamique patrimoniale d'une rue, du hameau ou de l'espace considéré. Aujourd'hui, on est un peu trop sévère, c'est-à-dire qu'on l'interdit. Donc, il ne faut pas l'interdire, on a le droit de faire évoluer ces bâtiments-là, dès lors qu'un certain nombre de hauteurs, de prospects, de volumes, de formes urbaines seraient reprises, pourquoi ne pas utiliser du matériel extrêmement contemporain pour faire ces ajouts? L'idée également qu'on a perçue, c'est qu'on avait forcément l'angle patrimonial qui était extrêmement bien détaillé,
mais pas forcément tous les ajouts beaucoup plus contemporains qui étaient analysés. Donc c'est extrêmement dur aujourd'hui pour un élu de refuser un permis de construire concernant le changement des fenêtres, plus imaginons l'ajout d'un Velux dans la toiture, parce qu'on nous propose à mettre du PVC, alors que ces fenêtres sont déjà en PVC depuis les années 1980, même si c'est une maison qui date du mi-19e siècle. Donc il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre politique qui va permettre de dire à un moment, malgré tout, sur tout ce bâti patrimonial, j'ai des objets que je considère comme remarquables parce qu'ils sont rares, parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils ont un intérêt culturel ou historique. Et sur ce bâti-là, je n'accepterai pas, en fait, autre chose qu'un retour au patrimoine d'origine. Et inversement, offrir les libertés sur le patrimoine qui, lui, a déjà évolué et qui se doit de continuer à évoluer, qui n'est pas forcément complètement satisfaisant si on prend l'objet en tant que tel patrimonial, mais qui, dans une dynamique d'ensemble urbain, a un vrai intérêt, ou en tout cas est en parfaite cohérence avec l'ensemble. Également, en fait, l'idée de cette révision du PLU, donc, c'est à la fois de revoir et de faire choisir les élus, sur ce thème-là, mais aussi en fait de réécrire les orientations d'aménagement pour essayer encore mieux de concilier protection, préservation et évolution. La domotique, les compteurs individuels, tout un tas d'éléments qui aujourd'hui se développent n'ont pas été appréhendés dans notre PLU qui a été approuvé en 2011. Donc on est forcément toujours en constante évolution de ce document-là pour arriver en fait à amener ces éléments qui peuvent paraître accessoires, mais qui à un moment ne vont pas être accessoires. Quand on a des demandes aujourd'hui pour installer en façade d'éléments patrimoniaux une prise pour pouvoir recharger le véhicule électrique, faut savoir dire oui, il faut savoir dire non. Faut qu'on puisse, et que le document d'urbanisme en tout cas soit en mesure de donner les éléments qui permettront demain d'évoluer. En plus, bien sûr, de tout l'aspect réglementaire et stratégique au sein de Grand Poitiers, l'objectif, à un moment, c'est d'avoir un discours clair vis-à-vis de l'ensemble des pétitionnaires et des habitants de l'agglomération. Donc là, on a un guichet unique de l'énergie, alors qui ne s'appellera pas guichet unique de l'énergie, il s'appellera ACT. Alors, ne me demandez pas l'abréviation de ACT, je ne m'en souviens plus, j'ai un trou, mais voilà. Mais l'idée, donc, en fait, c'est je vais prendre le guichet unique de l'énergie. Il a un rôle en termes de conseil auprès du grand public sur tous les travaux d'économie d'énergie, mais il ne doit pas regarder uniquement que l'aspect énergétique, mais aussi l'aspect patrimonial, aussi l'aspect paysage, aussi l'aspect urbain. Donc, en fait, plutôt qu'une conception et un dialogue conseiller énergie pétitionnaire, l'idée, c'est bien à un moment ou à un autre d'avoir une équipe formée par la collectivité qui soit en mesure, en fonction de la demande, d'apporter la réponse la plus appropriée. On se place vraiment, en fait, en termes de conseils et d'information, coordonnés à l'échelle de l'ensemble du territoire, coordonnés sur l'ensemble des thématiques, avec derrière de l'argent, s'il faut, d'où une opération programmée de rénovation, d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, qui va plutôt s'attaquer, en fait, aux espaces qu'on considère en matière de patrimoine, mais où on sait où on a des personnes pauvres et qui ne seront pas en mesure d'améliorer et de concilier efficacité énergétique et qualité de ce patrimoine, mais également en fait, en ayant des dispositifs adaptés pour les personnes qui sont adaptées et vraiment que sur des travaux énergétiques. Donc là, c'est plus le rôle du GUE. Donc, l'objectif, en tout cas pour le territoire de Grand Poitiers et qui avait été voulu par les élus, c'est de ne pas rentrer sur une entrée thématique, mais bien d'avoir une stratégie globale à l'échelle de l'ensemble du territoire et multithématique, et ensuite d'être en capacité de l'expliquer aux habitants, de conseiller les habitants, voire de les aider financièrement si c'est un secteur qui est considéré comme stratégique pour l'agglomération. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être une première question. Il y a des questions peut-être dans la salle tout de suite. Oui. Alors, le lien avec le secteur sauvegardé. Le secteur sauvegardé couvre l'intégralité de Poitiers, donc on n'a pas de distinction, c'est-à-dire qu'on a
bien sûr un règlement qui est propre au secteur sauvegardé, qui va s'attacher plus au bâti patrimonial, bâti par bâti, intérieur de maison par intérieur de maison, où on a clairement fixé en fait des typologies en disant voilà les objets qui ne doivent pas bouger de manière patrimoniale, ceux sur lesquels on admet des mutations, la mutation pouvant être d'utiliser des matériaux contemporains, voire de mettre des panneaux photovoltaïques en toiture ou toute autre chose. Et par contre, on a le même rôle en matière de conseil et d'information qui est demandé aux conseillers Info-Énergie. Non, il se substitue au plus, en ayant un niveau de détail beaucoup plus important, puisque là, il est bâti par bâti, maison par maison, voire appartement par appartement. Moi, j'aurais voulu savoir par rapport à vous évoquez l'objet patrimonial, celui qui n'est pas forcément sauvegardé, mais qui a un fort potentiel de cohérence dans le paysage urbain. De quelle manière vous l'intégrez aussi dans c'est souvent des bâtis qui sont dans les hameaux, dans les centres-bourgs périphériques. Comment vous intégrez la question de la fracture énergétique dans la manière de traiter, y compris ces bâtis, dans le fait de favoriser la continuité de l'occupation? Alors, déjà, on n'est pas sur une question de règlement. Dans ces secteurs-là, on va être en dehors du secteur sauvegardé, on va être sur des espaces considérés par le plus. Donc, on ne regarde pas uniquement en fait, la question réglementaire. On considère vraiment le règlement comme le garde-fou, c'est-à-dire les choses vraiment qu'on ne veut pas voir ou celles qu'on voudrait absolument voir. Après, tout se passe en matière d'orientation d'aménagement où on a ce degré de compatibilité. Qui dit degré de compatibilité veut dire derrière qu'on a d'abord pour juger et qualifier cette compatibilité, on va se poser la question, est-ce que l'architecte des bâtiments de France est en première ligne ou pas? Est-ce qu'on est dans un périmètre des abords? Sachant que dans la révision qui nous est demandée là, on va rediscuter de tous les périmètres de protection, on va faire des périmètres de protection adaptés sur tous les monuments présents dans le territoire. Bon, ça c'est en parallèle, mais ça veut dire que là où l'ABF est présent, c'est lui qui est en gros la clé de voûte du conseil auprès du particulier. Et nous, on arrive en plus, nous, collectivités, on arrive en plus, dès lors qu'on n'est pas dans une relation de covisibilité pour se dire, voilà, l'extension devant l'architecte des bâtiments de France a dit non parce que covisibilité directe, typiquement avec un monument. Par contre, derrière, pourquoi pas, notre plus le permet, vous vouliez la faire comment? C'est un beau window, pas un beau window, vous utilisez du bois, pas du bois. Aujourd'hui, le plus le permet. Et l'idée, c'est que nous, on arrive à conseiller vis-à-vis de ces extensions-là. Ou la pose de panneaux photovoltaïques, typiquement, dans l'exemple que j'ai présenté là, pour faire l'eau chaude sanitaire, on proposait en fait une eau chaude sanitaire par panneau solaire. L'architecte des bâtiments de France a dit non sur la toiture principale, mais à l'arrière, il y a une petite extension qui était possible, qui a la même inclinaison qui est avec un ensoleillement suffisant, et en fait, les panneaux ont été posés sur cette extension. Enfin, cette annexe qui existait. Donc, voilà, dès lors qu'on va être en dehors des secteurs contrôlés on va dire, par l'architecte des bâtiments de France, par un avis conforme ou un avis simple, c'est l'architecte conseil de la ville et de Grand Poitiers qui a ce rôle d'entrée et de relais. Dès lors qu'on est bien sûr arrivé à avoir le pétitionnaire qui a envie de déposer une autorisation d'urbanisme. Autrement, la clé d'entrée, ça va être le conseiller Info-Énergie, parce que la personne est venue pour savoir quelle subvention elle pouvait avoir si elle faisait de la rénovation thermique. Donc voilà, on essaye de multiplier nos clés d'entrée et on essaye après d'avoir une réponse adaptée qui n'est pas uniquement réglementaire, qui aujourd'hui l'est trop, qui le sera encore moins en termes de révision. Par contre, il va de soi que si c'est une villa caractéristique à l'époque 1920 avec encore des très beaux ornements floraux ou autres, celle-ci, elle va faire l'objet d'une protection particulière, qu'elle soit ou non dans un rayon couvert par l'architecte des bâtiments de France. L'idée étant d'intéresser aussi les Poitevins à leur patrimoine. Voilà, diffuser cette culture-là, et ça rejoint en fait l'idée de ville d'art et d'histoire, parce que derrière, les guides conférenciers vont les utiliser dans leur cheminement pour la fréquentation et la détente. Ça va être utilisé par les universitaires s'ils souhaitent avoir des témoignages de cette époque-là. Ça va être aussi valorisé par la personne qui habite cette maison-là en disant « oui, ma maison, elle est unique. Elle est unique à Grand Poitiers, où il y en a 2 ou 3. » Et donc ça a un réel attrait pour ce bâti-là. Ça veut dire qu'on aura des passionnés.
Ce qui est important aussi par rapport à la différence majeure entre le secteur sauvegardé et le reste du territoire de Grand Poitiers, c'est que quand on est sur le secteur sauvegardé, on est sur le centre-ville de Poitiers, où on a une majorité de ménages qui ont un budget pour réaliser des travaux qui est sans commune mesure par rapport à ce qui est proposé sur le patrimoine périphérique. Que ce soit dans les faubourgs où on a des personnes très pauvres, que ce soit même dans les parties les plus rurales, où aujourd'hui, globalement, les ménages qui souhaitent devenir occupants achètent pas cher et n'ont pas forcément les moyens de rénover. Mais ça sera à mon avis abordé un peu plus tard. Merci. S'il y a une autre question. En fait, vous avez déjà répondu en partie à la question que j'allais poser sur les outils que vous mobilisiez dans le PLU. Voilà, en disant bien que finalement vous utilisez peu le réglementaire du PLU, hors du secteur sauvegardé du coup par principe. Une petite question purement pratique, c'est le calendrier de votre révision de PLU actuellement, là, pour savoir quand vous le terminez. Je dis ça de manière intéressée, c'est parce qu'on démarre un programme de recherche avec des collègues sur le PLU patrimonial, et on a l'idée d'observer un certain nombre de terrains, et d'échanger avec les acteurs. Donc concrètement, voilà, quand vous parliez des universitaires intéressés, il y a aussi les géographes et les juristes. Et voilà, donc ça m'intéresserait de savoir quand vous terminez. Et puis quand même, l'ancien article L123.7, 5.7, les éléments de paysage, quelle place vous lui avez donné ou quelle place vous allez lui donner? Je pense que vous répondez un peu avec la question, par exemple, de la maison, là, de la villa dont vous parliez à l'instant. Est-ce que c'est cet outil-là que vous avez utilisé, par exemple, sur cette maison? Voilà. Alors, sur le patrimoine, oui. Mais comme on l'a fait de manière indifférenciée, justement, en ne prenant pas en compte l'aspect dénaturé du patrimoine ancien, aujourd'hui, il n'est pas bien utilisé. Donc c'est pour ça on va l'améliorer dans la révision du PLU. La révision du PLU, donc on vient de la lancer au mois de juin de cette année. L'objectif, c'est qu'au premier trimestre 2019, elle soit terminée. Parce que Grand Poitiers est un territoire, on est un petit territoire, mais on essaye d'être un peu novateur. Typiquement, je vous ai dit, le PLU était opposable au tiers en 2011, en avril 2011. Il avait été initialement arrêté en juillet 2010. On avait imposé le BBC pour toute nouvelle construction à vocation d'habitation, alors que c'est rentré à l'échelon national en vigueur quelques mois plus tard, en fait, au 1er janvier 2012. Dès mi-2010, les élus ont dit, de toute façon, ça viendra un jour, donc on l'impose. Typiquement, on va arriver en mars 2019, j'ai des nouvelles échéances qui arrivent en 2020, je suis à peu près certain qu'on va encore avoir un train d'avance là-dessus, en tout cas sur le logement neuf. Ensuite, oui, donc on est un petit territoire, mais malgré tout, on a un PLUI depuis longtemps, et celui-là, en fait, il va tenir lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacement urbain. C'est la même dynamique, on intègre tout. L'aménagement, l'urbanisme, l'habitat et les déplacements, si on ne les regarde pas au sein d'un même document en même temps, ça ne fonctionne pas. À un moment, ça se tire les uns contre les autres. Donc là, le choix politique a été de dire, voilà, on met tout dans le PLU, et ce sera le PLU de documents de référence. Typiquement, ce qu'on complète aussi dans la future révision, c'est que tout le petit patrimoine, les puits, les lavoirs, tous les éléments qui aujourd'hui n'étaient pas considérés ou protégés en tant que tels, ou en tout cas recensés, maintenant sont recensés, et on va juger et qualifier leur degré d'intégration. Ce n'est pas des éléments bâtis, ça ne touche pas l'efficacité énergétique directement, mais en termes de patrimoine, c'est aussi important à l'échelle d'une place d'avoir une fontaine et de la préserver ou de la conserver que les bâtiments et les façades qui donnent sur cette place.